Bien le bonjour et bienvenue sur l'Enthousiaste, le podcast qui vous fait découvrir des réalités faites main par des personnes qui ont osé essayer. Aujourd'hui, c'est Chantal Minguenet qui prend la parole. Chantal est la fondatrice du réseau Montmartre, une association qui vise à répondre à deux besoins. La garde des enfants après le périscolaire, mais aussi de pallier aux inégalités d'accès à l'art et à la culture. Chantal s'est lancée dans cette aventure il y a maintenant 21 ans, lorsqu'elle a dû faire face, elle-même, aux difficultés d'être maman solo avec 2 petites filles. Dans sa logique de « un problème donne une solution, alors on passe à l'action », Chantal s'est engagée à la créer elle-même, cette solution. Quand j'ai demandé à Chantal si elle avait toujours su qu'elle entreprendrait, elle m'a tout simplement répondu que pour elle, entreprendre est un mode de vie et qu'en ce sens, elle n'a jamais vraiment réalisé qu'elle entreprenait. C'est un mode de vie qui, dans son cas, a pris la forme d'un engagement envers elle-même et envers les autres. Si je devais vous résumer ce que j'ai appris de Chantal en quelques mots-clés, ce serait engagement, solidarité, initiative et persévérance. Je vous invite maintenant à rejoindre ma conversation avec Chantal. Bien le bonjour Chantal, et bienvenue sur l'Enthousiaste. Bonjour. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter de la façon dont tu souhaites ? Alors, je m'appelle Chantal Minguenet, j'ai 55 ans. J'ai fait pas mal de choses quand même depuis que je suis née, dont 2 enfants. J'ai 2 filles de 29 ans et de 26 ans et j'ai la chance d'avoir une petite fille qui a 7 mois et qui s'appelle Nina. Donc une nouvelle page de vie qui s'ouvre. J'ai surtout depuis 20 ans porté un projet qui me tenait à cœur et que je continue à diriger et en collectif et qui s'appelle Montmartre. Donc je peux raconter Montmartre en long, en large, en travers, mais ça peut prendre un peu de temps. Eh ben, parlons de Montmartre du coup. Comment ça t'est venu l'idée de fonder un tel projet ? Alors en fait, il y a maintenant 20 ans, je me suis retrouvée dans une situation un peu complexe qui était de devoir élever mes 2 filles justement toutes seules. J'ai rejoint le gang des mamans solo, c'est quasiment une famille sur 3 en France. Okay. Et à ce moment-là, on se dit que ça va être compliqué la vie parce que je travaillais, j'étais chef de produit dans les assurances et forcément, je ne travaillais, je finissais pas si tôt que ça. C'est-à-dire que quand je rentrais chez moi, il était plus de 19h et le service public n'avait pas de solution à me proposer, ce qui veut dire qu'il fallait trouver des babysitters et jongler un peu avec l'école, ça peut garder les enfants jusqu'à 18h ? Alors, les classes où étaient mes enfants, donc l'école s'arrête à 16h30 et ensuite c'est le périscolaire qui prenait le relais, mais jusqu'à effectivement 18h. Ouais. Donc, complexité. Et puis, quand je voyais que je n'étais pas la seule et que beaucoup de femmes ramaient encore plus que moi, parce qu'elles n'avaient pas forcément les revenus et le salaire pour financer justement ces fameuses gardes après l'école. Là, j'ai commencé à réfléchir, à me dire qu'il fallait peut-être trouver les moyens ou réunir les moyens pour créer sa solution, puisqu'elle n'existait pas. Donc, et c'est comme ça que Montmartre a démarré, dans le 18e arrondissement à Paris. Mais justement, ça t'a pas fait peur, si déjà tu finissais tard le travail, de dire que de lancer un tel projet, ça allait être encore plus de travail, alors que déjà c'était compliqué En fait, j'étais un peu décalée, c'est-à-dire qu'entre le moment où j'ai commencé à prendre conscience de ce qui se passait et le moment où j'ai monté le projet, les filles avaient déjà un peu grandi. Et entre-temps, j'avais rencontré mon 2e mari. Et du coup, c'était beaucoup plus simple parce que y avait une aide à la maison, j'étais moins seule et que ça pouvait enfin se lancer, en fait. Et c'est vrai, peut-être que là, j'ai envie de dire un truc important pour ceux et celles qui vont entreprendre, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui entreprennent au quotidien et quel que soit le projet, c'est que clairement l'entourage familial est assez important, c'est-à-dire que quand on n'est pas soutenu, c'est forcément plus fragile et forcément avec des risques de pas aller au bout en fait. Donc je pense que c'est important de faire part de ce qu'on veut porter à son entourage et quelque part de s'en tenir aussi accompagné ou soutenu dans ce qu'on entreprend. De pas rester seul en tout cas avec son projet. Entouré. C'est un élément de réussite, c'est une clé de réussite en plus en fait, mais elle n'est pas neutre. Donc voilà. C'est rigolo parce qu'une de mes questions c'était justement qu'est-ce qui selon toi était important pour réussir à porter un projet au bout, parce que Montmartre maintenant ça a 21 ans. Oui. Donc c'est aller très clairement au bout.
Donc c'était justement une de mes questions. Est-ce que pour toi c'est l'entourage? Est-ce que c'est l'une des clés, c'est pas la seule, j'imagine. Il y aurait quoi d'autre comme Je crois que la première clé, c'est d'être en adéquation entre ce qu'on propose et le besoin en face. C'est déjà d'avoir, de répondre à un besoin, en fait. Lancer un produit ou un service, s'il n'y a pas de client en face, ça ira pas très loin, en fait. Il va y avoir le premier effet un peu c'est bien cerner un problème. Voilà, donc moi, la problématique, je la connaissais bien. Et clairement, le problème de garde des enfants en ville, c'est l'un des premiers freins à l'emploi. Il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées dans leur parcours professionnel ou qui peuvent pas suivre de formation, tout simplement parce qu'elles n'ont pas réussi à concilier les deux, travail et enfants. Donc ça, c'est une problématique qui est reconnue. Donc je savais que je répondais à un besoin. C'était une évidence. Et comme à Montmartre, on a aussi choisi de donner accès à l'art et à la culture aux enfants en choisissant de recruter que des artistes professionnels et de mettre les enfants en mode projet artistique. De fait, je répondais à un deuxième besoin. Le deuxième besoin, c'était quoi ? Juste de combler les inégalités d'accès, puisque juste à l'époque, on disait que 10% des enfants avaient une pratique artistique. Aujourd'hui, on a 14%. 80% des enfants de 4 à 11 ans font du sport. Donc, je savais aussi que là, on se plantait pas en termes de proposition de valeur et d'intérêt pour les parents, quoi. Et les enfants, bien sûr, évidemment. Donc vraiment, cette réponse aux besoins, c'était important. Après, je pense que la clé, c'est aussi de savoir s'entourer. Alors là, je parle pas que de la famille, de professionnels. C'est-à-dire que moi, je suis allée me faire accompagner dans des réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises. Donc il y a des entreprises ou des associations spécialisées pour accompagner... Moi, j'ai été accompagnée par les boutiques de gestion. Ils sont partout en France, évidemment. Et il faut savoir se faire Ça, c'est gratuit aider. Ou payant ? C'était gratuit parce que j'étais demandeur d'emploi à ce moment-là. D'accord. Donc, clairement, quand on est demandeur d'emploi, on a accès à pas mal de trucs quand même. Merci pour ça. Pour D'accord. tout ce qu'on nous propose. Et du coup, ça a été très structurant parce que ça m'a forcé à rentrer dans un cadre de rédaction de projet, de business plan, de faire des projections à 3 ans et pas juste je vais ouvrir et on verra plus tard. Et de fil en aiguille, de choisir les bonnes banques, d'aller chercher les premiers financements et de lancer le projet. Donc ça, très important. C'est par des prêts bancaires, du coup, qu'on peut se lancer ? En fait, ça dépend des besoins. Nous, on avait des travaux, par exemple, à faire pour ouvrir le premier lieu d'accueil dans le 18e. Il a fallu aller chercher les sous pour financer les premiers travaux. C'était pas des fonds, c'est pas une société commerciale que j'ai montée. Ouais. J'ai monté une association, donc il n'y a pas de capital, donc il n'y avait pas une levée de fonds et une mise au pot en capital. C'était plus d'aller chercher des subventions d'investissement pour payer les travaux. Donc moi, j'ai eu une première fondation qui nous a suivis, la Caisse d'allocation familiale. Mais encore fallait-il savoir monter un dossier et j'ai été pas mal aidée. Voilà. Et puis après, c'est savoir s'entourer, c'est-à-dire recruter les bonnes personnes pour démarrer le projet. C'est les gens qui vont faire tourner le projet, ils sont très importants. Chaque personne compte, surtout au démarrage. On n'a pas tellement le droit à l'erreur, en fait. Est-ce que tu as toujours su que tu entreprendrais ou que tu montrais comme ça, tu serais porteuse d'un projet ? Moi, je crois que je n'ai jamais su que j'entreprenais. Même encore aujourd'hui, je ne sais même pas si j'en ai pris vraiment conscience. Parce que je crois que c'est ma façon de vivre, en fait. C'est-à-dire que, quel que soit le domaine, moi, j'ai l'habitude de prendre des initiatives. En fait, je le dirais plutôt comme ça. Donc, je ne parlais pas de projet d'entreprise, mais plutôt de dire, il y a un problème, j'apporte trouvons la solution et créons la solution. Ouais. Tiens, il y a des copains qui veulent faire un truc, moi, je connais un lieu, ok, je vais l'organiser. Des choses comme ça, en fait. C'est plus des logiques d'action, de mise en action, de logique d'initiative. Je me vois plus comme ça. Et ça, du coup, depuis que tu étais toute petite ? Non, parce que moi, je crois que petite, je savais pas. J'étais plutôt réservée, plutôt timide. J'ai mis beaucoup de temps, moi, à émerger, à comprendre qui j'étais peut-être ou qui je voulais être. Ça a mis du temps. Il y a eu un déclic ou ça a été vraiment très progressif ? Non, je crois que j'ai eu un déclic, mais qui est lié à un drame familial. Donc, je pense que là, pour le coup, la vie change, ça bascule d'un côté différent. Et la prise de conscience que la vie est courte, je pense que ça a quand même déclenché pas mal de choses chez moi. C'est sûr. Et est-ce que justement tu parles de l'accès à l'art, t'avais pu profiter aussi de cet accès à l'art ou c'est justement parce que t'en avais pas profité que t'as voulu axer sur
ça avec Je trouve que c'est Montmartre? une bonne question parce que c'est vrai, c'est pas parachuté dans ce projet-là. C'est vraiment bien pensé. Moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui nous ont absolument donné accès à l'art et qui voulaient absolument ça, et venant d'un milieu agricole breton très modeste, mais parce que eux-mêmes, dans leur jeunesse, dans les villages et les campagnes, il y avait beaucoup de choses qui se passaient côté artistique. Il y avait des chorales, il y avait du théâtre, c'était très populaire en fait. C'était les débuts de l'éducation populaire en fait, au final. Et on retrouvait ça dans le milieu ouvrier un peu partout. Mes parents, ils sont nés en 1936. Donc clairement, le après-guerre, ça a été le moment d'explosion d'éducation populaire. Et on a commencé à voir effectivement les gens faire des choses ensemble en amateur. Et du coup, je pense que ça, ils nous l'ont transmis en tant qu'enfants. Et moi j'ai fait du dessin, j'étais pas très douée, mais c'était pas le sujet en fait. Oui, ça permet quand même de développer certaines compétences. C'était juste qu'ils voulaient qu'on ait accès à pas mal d'activités. On faisait du sport, on faisait plein de trucs. Et du coup, donc c'est moi très je polyvalent sais en quoi. En fait. Oui, puis moi je sais en quoi l'art, tout ça, ça m'a servi, ça m'a été utile pour développer des compétences chez moi, pour déjà la capacité à s'exprimer, une autre façon d'exprimer les choses, sortir un peu du cadre scolaire. Voilà quoi, donc l'art n'est pas arrivé par hasard. Oui, c'était. Et puis il y a quelques artistes dans ma famille, donc clairement. Et comment tu as trouvé justement des artistes pour intervenir auprès des enfants à Montmartre dès le départ en fait? Alors au tout début, moi je voulais absolument des artistes, donc c'était le parti pris très fort de Montmartre, et j'ai mis des annonces à la maison des artistes avec des petits papiers là collés, recherche artistes résidents bénévoles. Contre local en fait, on n'avait pas d'argent, donc ils ont débarqué. Donc le lieu, ils pouvaient en profiter quand il y avait pas l'idée des c'était enfants. Dans la journée, c'est votre lieu de travail, que ça soit art plastique, art vivant, peu importe, et en échange vous donnez plusieurs heures de votre temps avec les enfants le soir ou le mercredi. Et j'ai 3 artistes qui ont sonné à ma porte un soir, ils m'avaient appelé, je les ai reçus, et on a démarré l'aventure comme ça avec 3, c'était 2 filles, un garçon, il y avait une comédienne, 2 plasticiens. Et c'était super parce que la mayonnaise a pris tout de suite et on a démarré Montmartre pendant quasiment 1 an sans salariés, qu'avec ces artistes. Tous les 4. Moi, et au bout d'un moment, on a fini par pouvoir recruter parce qu'il y a eu un emploi, une aide à l'emploi, un contrat aidé qui est arrivé. On a recruté le premier salarié. Et puis c'est parti, quoi. Mais à côté, du coup, de cette année où tu avais Montmartre, tu travaillais aussi ou Alors, c'était une année où moi j'étais en recherche d'emploi normalement. Donc, ma recherche d'emploi, ça a été ma création d'entreprise. Et puis après, la deuxième année, oui, j'étais obligée de travailler en plus parce que je ne pouvais pas. Ça devait faire sacrée journée encore. Ouais, ça faisait des bonnes journées. Mais bon, après. Quand même, quand on monte un projet, on se rend pas compte en fait. Ouais. On se rend pas compte des heures. On est là. Moi, j'étais super entourée. J'avais que des gens chouettes autour de moi. Tout le monde était motivé. Bon, on bosse quoi. Et puis c'est tout. Je me rends même pas compte que c'est du travail de toute façon. Oui. C'est du plaisir. Est-ce que tu te souviens du premier atelier qui a été animé? Alors, du premier, pas forcément du tout premier. Mais je me souviens du premier trimestre d'intervention parce qu'au bout de 2 mois, on a créé un magnifique spectacle à l'hôpital Bretonneau, hôpital de gériatrie avec des personnes âgées. Et les enfants se sont produits sur scène, certains avaient créé des décors, ils ont fait carrément un happening sur scène avec de la peinture sous les pieds, un truc pas possible. C'était géant en fait. Je sais pas comment on s'était débrouillé pour faire un truc pareil avec aussi peu de moyens. J'en reviens pas parce que je trouve qu'on a été vraiment extrêmement performants, franchement. Et c'est des souvenirs, ça, très forts, parce que... Mais même pour les enfants, en fait. On a marqué vraiment et puis on a marqué notre ancrage dans le quartier, quoi. Là, pour le coup, tout le monde s'est dit, ah ouais, ok, il y a Montmartre, quoi. Et les parents, ils étaient complètement interloqués, éberlués de voir tout ce que leurs enfants avaient réussi à faire en si peu de temps, quoi. Il y a tout de suite eu beaucoup de demandes, justement, pour oui, ça s'est parents. rempli vite. Ça s'est rempli vite la première année, parce que ça correspondait vraiment à un besoin de garde. Hein. Ok. Voilà. Et quand justement t'as voulu lancer, quand t'as décidé en fait, quand tu te dis et pourquoi pas Montmartre, t'as ressenti quoi? Est-ce que ça faisait un peu peur de se lancer? Non, du coup je pense par rapport à ce que tu expliquais comme est ta personnalité, c'était peut-être pas de la peur, mais... Si, ça foutait la trouille parce que je savais pas où je m'embarquais, je ne savais même pas si j'allais y arriver.
Le service, je l'avais très très facilement en tête. Je savais qu'il fallait aller chercher les enfants à l'école, qu'on pouvait pas faire ça si on faisait pas les devoirs parce que les mamans, les papas, là, le soir tard, ça marche plus. Puis les enfants, ils sont crevés. Je savais que je voulais de l'artistique en mode projet et pas je viens apprendre à dessiner. Je voulais vraiment qu'il y ait une éducation aussi citoyenne qui se mettait derrière. Donc, c'est-à-dire éducation citoyenne. Je voulais que l'art soit pas une fin en soi, mais permettre aux enfants de comprendre le monde qui les entoure et de devenir des citoyens qui vont faire la société de demain. J'avais déjà ça en tête. Donc ça, c'était fort dans le projet. Je voulais qu'on ferme tard pour correspondre à tous les horaires de transport et de vie et de gens en horaire décalé. Donc on ferme à 20h à Montmartre quand même. Et ça n'a pas changé en fait le service. Et un tarif pour tous. Donc tout ça, c'était pas forcément réaliste et réalisable. Je voulais aussi qu'il y ait des gens qui payent en fonction de leur revenu. Donc c'était pas évident de trouver le modèle économique. C'était pas réaliste et réalisable, mais est-ce que ça a été réalisé du coup ? En fait, c'est ce qu'on fait depuis 20 ans. Ouais, on a réussi à trouver les moyens, en fait. Moi, je démarrais la première année. On a dû avoir un budget, ramené, parce que c'était en francs, mais ramené en euros, de 5 000 euros. C'était ça, le budget de l'année, quoi. De l'année. Voilà. Donc, et là, 20 ans après, on est sur 4,5 millions. Donc, clairement, là, il s'est passé des choses, quoi. Donc, ce qui n'était pas réalisable, finalement, c'est réalisé. Et voilà. Ça se résume un peu sur la phrase « quand on veut, on peut », un peu. Je sais pas si c'est ça, mais quand le projet a du sens et quand il correspond vraiment à une attente en face et qu'en plus on sait s'entourer de gens motivés qui vont porter le projet avec les valeurs bien ancrées, et bien sûr, faut bosser, on a bossé comme des dingues, on peut aller convaincre en fait, ça marche. On nous écoute quand le projet est tenu, au sens... porté, répondant vraiment à quelque chose qui parle à tout le monde. Ce qu'on fait, ça parle à tout le monde. Ça suit, en fait. Bon, après, il faut avoir... on se prend des portes. On en ouvre 10 et il y en a 9 qui se referment. Donc, c'est un gros travail de conviction. Ouais, c'est de tenir bon sur la longueur. Oui, c'est de ne pas lâcher, quoi. Et il y a eu des moments comme ça où tu as failli lâcher ? Alors en fait, j'ai tout le temps plus de raisons d'arrêter que de continuer. Mais comme les raisons de continuer, elles sont tellement marrantes et tellement emballantes au sens où c'est beaucoup plus enrichissant que tout ce que je ferai ailleurs, ça me redonne vraiment, vraiment la foi, quoi, à chaque fois. Donc oui, plein de fois, pas d'arrêter, mais de me dire on va pas y arriver. J'ai jamais eu envie d'arrêter parce que j'étais toujours embarquée par autre chose. Je rencontrais toujours quelqu'un qui me dit allez, on y va, on fait ci. T'arrivais à trouver des moteurs en fait. Il y avait toujours un moteur, il y a eu toujours un nouveau projet. Il n'y a pas eu 2 années qui se sont ressemblées à Montmartre, jamais. On a monté un organisme de formation, on a monté des antennes dans des théâtres, dans les gares. Enfin, il y avait toujours des innovations qui ont fait que ça se renouvelait en fait. Okay, même pas moi, j'ai jamais eu le temps de m'ennuyer puisqu'on a tout le temps essayé plein de choses. À chaque fois, on se disait tiens, si on montait un truc, tiens, si on faisait ça. Et encore aujourd'hui. C'est une boîte à idées un peu. C'est un peu une petite cellule d'innovation pédagogique, cellule d'innovation de territoire. Oui, parce que du coup, maintenant, Montmartre, c'est aussi dans plusieurs régions. C'est plus on juste... est dans 4 régions, plusieurs villes, quoi. Et c'est vrai que... C'est quand la première antenne qui était hors de Paris ? En dehors de Paris, on a commencé à ouvrir à Nantes et à Arles en 2012. Voilà, ouais. Donc 10 ans après le début du projet. En fait, la première antenne, elle est restée toute seule pendant quelques années, puisqu'on a ouvert en septembre 2001, et ensuite la deuxième en septembre 2009. Donc il s'est passé 8 ans où il n'y avait qu'une antenne, parce que moi, j'avais pas l'intention de développer au départ. Je bossais à côté. Mais comment, du coup, cette intention, elle est arrivée ? Elle est arrivée parce que les parents nous demandaient... quand ils déménageaient, vous voulez pas ouvrir, on va changer d'arrondissement, comment on va faire ? Vous voulez pas ouvrir ailleurs ? On se sentait bien, et puis surtout les équipes qui me disaient Chantal, tu vas revenir bosser, nous on peut en ouvrir d'autres, tu vois bien. Et j'ai quitté mon boulot pour revenir à temps plein, et j'ai rencontré un réseau d'entrepreneurs dans lequel je suis intégrée depuis 2010, qui s'appelle Ashoka. Et du coup, ça c'est pour des entrepreneurs de tout milieu ? C'est les entrepreneurs sociaux, c'est un réseau international en fait. D'entraide ? C'est un réseau d'entrepreneurs qui ont de l'impact social, environnemental et qui essaient de changer un peu le système en fait, de pas juste dire je fais une entreprise, mais c'est plutôt je fais une entreprise dans le but de faire changer la donne de façon un but transformatrice, vraiment. Donc je fais changer une loi, je fais changer tout un système, c'est une approche systémique. Et est-ce que, justement, là, en 20 ans, tu as eu l'impression qu'il y a eu des changements sur ces sujets, sur tes sujets ?
Pas tellement. Il y a eu des changements parce que maintenant le périscolaire et le scolaire, ça répond du même ministère et des mêmes académies. Avant, c'était séparé. Okay. Mais pour autant, dans les faits, les gens travaillent pas tellement ensemble, entre les enseignants et les animateurs après école. Moi, j'ai pas vu tant de changements que ça. Et après, côté parents, ça évolue. Les besoins changent, forcément. Il y a des gens qui quittent les villes, les configurations de travail sont différentes, donc ça évolue, mais quand même. Qu'est-ce qu'il faudrait, tu penses, justement, pour que ça évolue dans le bon sens, entre guillemets ? Que ça évolue justement dans le sens que toi, tu cherches à mettre derrière Montmartre ? Moi, je pense que la grande évolution qu'il faudrait mener, c'est d'investir sur l'enfance et d'anticiper plutôt que d'être dans la société de la réparation. C'est-à-dire qu'on passe son temps à réparer des dégâts qu'on aurait pu éviter, en fait. C'est-à-dire qu'on voit que beaucoup de jeunes arrivent et sont déscolarisés. Enfin, nous, on est sur certains quartiers où on a 45% des jeunes du quartier qui vont plus à l'école après 16 ans. Donc, il y a quand même un échec qui s'est passé. Il se passait quelque chose avant. Et donc, moi, je pense qu'il faut investir chez les tout petits. Toutes les études montrent que ça démarre même avant la maternelle, dès la crèche. Et là, il y a pas de fonds fléchés, pas tant que ça. Et surtout, nous, en dehors de l'école. Alors là, on est vraiment le parent pauvre. Or, c'est les temps où on peut vraiment investir pour renforcer les enfants. Parce que clairement, il y a l'école, mais il y a plein d'enfants qui s'en sortent pas à l'école ou qui n'aiment pas l'école. Donc les tiers-temps des enfants, c'est 25% de leur temps, 30% à l'école, on a de quoi faire. Là, on peut agir. Et il n'y a pas d'argent, donc c'est complexe. Est-ce que Montmartre, elle prend en charge les enfants, les enfants ou les jeunes de quel âge à quel âge ? De 4 ans à 11 ans sur nos lieux d'accueil, mais on intervient aussi chez les petits, dans les crèches, un peu partout, quoi. Et après aussi, il y a des... Et après, on intervient de plus en plus dans les collèges, sur des projets artistiques. On intervient dans les lycées, on forme au BAFA. Donc on a aussi les jeunes. Enfin voilà, c'est toute une chaîne éducative, quoi. Oui, donc en fait, c'est vraiment prendre en charge les gens. Dès 1 an, quoi. De 1 an à 18 ans, voire plus, quoi. Ok. Est-ce que... Ah oui, une question que je me demandais, c'est est-ce que Montmartre, ça permet aussi d'aider pour des enfants porteurs de handicap ? Est-ce qu'il y a des enfants porteurs de handicap qui peuvent participer à tous ces projets-là ? Alors, l'objectif, c'est de pouvoir les accueillir, bien sûr. Alors, après, c'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas les équipes qui sont formées. Donc, on a créé un poste dédié à ça qui vient former nos équipes, justement, et qui vient en aide les soirs où il y a des enfants porteurs de handicap. Donc oui, pour nous, c'est hyper important de les accueillir. Et en plus, l'art et la pratique artistique, c'est super pour ces gamins-là. Ils s'en sortent très bien et c'est chouette, quoi. Et puis pour les autres aussi, parce que c'est quand même une école de la vie, Montmartre. On apprend à vivre avec les autres et avec tous les autres. Donc forcément, pour nous, c'est important. Pour les enfants, de grandir avec le handicap, ouais. D'accord. Je pense à ça parce que là, il y a quelques semaines, on a rencontré Nolwenn à Rennes, qui est maman de la petite Colline, qui, elle, est porteuse de trisomie 21. Et il disait que du coup, c'était en effet compliqué pour tout un tas de raisons avec l'école. Et c'est pour ça que du coup, je me dis, comme tu prends en charge... Parce qu'un de ses grands thèmes, en fait, un des mots-clés, je trouve, qui revenait souvent, c'était l'invisibilisation du handicap dans nos sociétés. Et que c'est pour ça que je me demandais si Montmartre permettait cette mixité-là. Nous, c'est un objectif et toutes les équipes le veulent. On n'a pas... pour nous, tout le monde doit venir à Montmartre. Doit pouvoir venir à Montmartre. Tout le monde, quoi. Donc, après... Tous ceux qui demandent, on la porte ouverte. Dans la limite des places et tout ça, bien sûr. Mais il n'y a pas de restrictions. Même chez les parents. On ne prend pas que les parents qui travaillent. On n'a pas de règles. Au contraire, on veut que tout le monde puisse venir. Mais simplement, parfois, c'est difficile à encadrer. Parce que ça demande des compétences. Et là, il n'y a pas d'aide, par exemple, par d'autres associations qui peuvent... Si, on travaille avec un centre de loisirs qui accueille ces enfants-là, qui s'appelle Loisirs Pluriels. Et on fait du bon boulot avec eux, ouais. Est-ce que... parce que Montmartre, selon mes yeux, du coup, qui sont un peu loin de la réalité de ce que c'est, ça a l'air d'être une vraie aventure humaine. Et du coup, je me demandais si tu avais eu une rencontre marquante qui t'avait vraiment appris quelque chose... Pendant Montmartre, grâce à Montmartre. Tous les jours. Tous les jours, j'ai une rencontre humaine qui m'apprend quelque chose, je trouve. Même encore maintenant. Non, j'ai pas eu une rencontre. En revanche, on arrive très vite à comprendre ceux qui vont être des passeurs, des facilitateurs et des amplificateurs du projet, quoi. Et ça, c'est vraiment important de les trouver parce que tout seul, on s'en sort pas, en fait. On a besoin des autres. Donc,
Voilà, et je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être utiles et qui croient à ce qu'on fait. Donc ceux-là, on les aime bien. Et ça peut être des partenaires financiers, mais pas que. Hein. C'est parfois un parent qui nous appelle, qui va venir nous aider. On a vraiment beaucoup de gens autour de nous. Donc, c'est un projet du coup qui suscite l'intérêt des gens et l'entraide. Quand même, oui, parce que c'est pas rien, quoi. On fait pas rien, et puis je trouve que c'est un projet qui a un capital sympathie, on va dire. Donc du coup, il y a souvent des gens qui viennent en se disant c'est génial ce que vous faites, quoi. On a rencontré, moi je sais pas combien j'ai rencontré de gens. C'est allé du président de la République en passant par la petite mamie du quartier, quoi. Enfin, c'est ça, tout horizon, ça réunit, quoi. Exactement. Et puis après, on fait des rencontres pas évidentes, des fois, avec les politiques publiques. C'est pas toujours facile. On se comprend pas toujours. Bon. Et j'ai pas envie de parler d'une rencontre en particulier, parce que j'ai tellement de noms en tête que ça serait pas sympa d'en oublier, en fait. Est-ce que t'aurais, sur ces 20 dernières années, donc avec Montmartre, cette aventure-là, 3 moments forts qui te viendraient en tête? Le moment fort de l'ouverture, hein, clairement, le premier soir, 10 septembre 2001, c'est un peu comme si c'était hier, tellement la soirée, je sais la retracer de A jusqu'à Z. En plus, on a eu une galère dès le premier soir, un père qui est venu chercher sa fille, et sa fille voulait pas partir avec lui, il n'était pas inscrit sur le dossier. En gros, il était interdit de droit de visite de cette gamine. Ça commençait bien, pour un premier soir, c'était un peu raide. Et, direct dans le bain. Ça a commencé très fort, et j'ai failli avoir la police dès le premier soir, quoi. Donc j'ai réussi à le gérer, mais bon, ce soir-là, je m'en souviens très très bien de cette première soirée. Donc ça, c'est le premier temps fort, puis c'est l'ouverture, on n'avait pas dormi de la nuit, on avait terminé de peindre les tables, enfin on était à l'arrache, comme dans tout projet. Donc ça, c'est quand même une sacrée histoire, cette soirée-là. Et puis le lendemain, il y a eu les tours jumelles à New York, c'était juste le lendemain, donc il a fallu gérer les enfants qui étaient un peu en angoisse, donc on a dû faire des ateliers pour pouvoir parler, qu'ils puissent s'exprimer. Donc tout ça était vraiment pas prévu au programme. Hein. Donc la rentrée, elle a été très très particulière. Pleine d'imprévus. Ouais. Voilà. Le deuxième moment fort, c'est quand on remporte une reconnaissance forte, comme par exemple la France s'engage. Quand je parlais d'avoir rencontré le président de la République, oui, à un moment, j'étais à l'Élysée sur une scène, elle a parlé devant un président, devant tous les ministres. Et ça, à aucun moment de ma vie, je me suis dit que ça allait m'arriver. C'est très impressionnant. C'était la France s'engage. Bon, bref. On fait pas son malin. Là, j'étais vraiment dans mes petits souliers parce qu'on a la trouille de prendre la parole, en fait. Donc ça, c'est un moment fort. Et à la fois, c'était un moment à partager avec les équipes après, parce que clairement, c'était une reconnaissance du projet, quoi. Là, c'était 2015. Voilà. Là, tu y allais toute seule ? J'y avais le droit, on avait le droit d'être 2. Donc je suis allée avec une collègue. On était 3. Il y avait Cécile, Béné et moi. Ouais, on était 3. Mais c'était sacrément impressionnant. Voilà, et puis d'autres moments, un troisième moment, des moments plus décourageants aussi, où on se dit oh là là, mais c'est horrible, où on se voit refuser des projets, on était arrivé en bout de course et puis ça se fait pas. Là c'est un peu décourageant, quoi. On n'a pas le local au dernier moment, par exemple. Voilà, ça s'est arrivé, donc très décourageant ça. On finit l'étude, c'était un projet sur Montreuil, on a vraiment bossé, puis ça s'est jamais fait. Là on n'est pas content, quoi. Voilà, des moments pas contents. Mais ça demande beaucoup de résilience, du coup, j'imagine, ces moments-là. En fait... Ou de créativité, justement. Je pense qu'il faut apprendre de ses erreurs. Alors après, ça dépend pas que de nous. Hein. Là, en l'occurrence, c'était des histoires de politique publique et d'élections à ce moment-là qu'on fait capoter le projet. Mais c'est surtout comment on remotive une équipe après derrière. Moi, personnellement, je pense... acquis au cours des années beaucoup de résilience parce que voilà, j'ai essuyé beaucoup de plâtre et beaucoup d'échecs. C'est un peu cette phrase qui dit en fait, on peut pas juger les gens sur le nombre de fois où ils sont tombés, mais plutôt le nombre de fois où ils se sont relevés. C'est ça qui est le plus intéressant, en fait. Donc c'est là où il faut absolument être présent et faire en sorte que les équipes puissent ne pas se culpabiliser ou se mettre
en incompétence, alors que c'était des facteurs externes, et 2, comment on réalimente la pompe pour que tout le monde reprenne très très vite, remonte sur le cheval, quoi. Et donc c'est ça qu'on fait tout le temps à Montmartre, hein. Maintenant on est habitué, et quand il y a un truc qui se passe comme ça, on se réunit et voilà, on regarde ce qui relève de nous, ce qui ne relève pas de nous, et pour la prochaine fois on essaie de se dire on fera pas comme ça, par exemple. Donc, Parce qu'aujourd'hui vous êtes combien ? On est 150 salariés. Ah oui, donc c'est incroyable comment ça a grandi en fait. Oui, puis il y a des bénévoles, des volontaires en service civique, on est nombreux à Montmartre. Passer de du coup toi avec les 3 artistes premiers, et puis ils sont toujours là ou Alors ils sont plus là parce qu'ils ont fait plein de trucs dans leur vie, mais Caro, qui était la première artiste, elle continue à venir en artiste extérieur, faire des stages pendant les vacances, parfois de photos, de plein de trucs. Et Lou, j'ai encore des nouvelles. Et puis les artistes d'après, on continue à entretenir la petite communauté Montmartre. La petite relation, tant bien que mal. Est-ce que là, il y a des développements... pour l'avenir de Montmartre, est-ce qu'il y a une... Je sais pas... Je sais pas trop comment formuler cette question, mais aujourd'hui, Montmartre, c'est bien assis. Est-ce que tu as encore envie de le développer ou quel serait en fait l'avenir de cette asso ? L'avenir, c'est que je pense que maintenant on a bien montré ce qu'on savait faire. Pour nous, l'avenir, ça serait de transformer plus le milieu périscolaire, c'est-à-dire de dire, finalement, est-ce que tous les centres de loisirs pourraient pas renforcer un peu leur contenu pédagogique, éducatif et mettre de l'artistique si possible, au sens où aujourd'hui, on a quand même beaucoup une offre de loisirs type garderie, quoi, au sens les enfants sont là, mais il n'y a pas tant de réflexion sur l'éducation sur ces temps-là, parce que historiquement, ça reste des centres de loisirs. Centres aérés, centres de loisirs, on appelait ça comme ça. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est essayer de transférer tout ce qu'on sait faire et qui marche et qui permet aux enfants de mieux grandir et de moins décrocher aux acteurs des centres sociaux, des centres de loisirs, des maisons de quartier. Et plutôt que d'ouvrir nous-mêmes des choses, on a plus envie aujourd'hui d'être dans la transmission et de renforcer la formation des professionnels. Vraiment. Parce que ça, c'est un mot-clé que j'ai l'impression qui est beaucoup avec Montmartre, c'est la notion de quartier. Oui. Pourquoi c'est venu justement au cœur de Montmartre, cette notion de quartier-là ? Parce qu'en fait, comme on va chercher les enfants à la sortie de leurs écoles et qu'ils habitent à côté de l'école, puisque l'école est attribuée en fonction de son adresse, le point de départ, c'est le quartier. C'est un lieu d'accueil, 3, 4, 5 écoles autour, et à moins de 10 minutes à pied. Donc de toute façon, on est dans un micro-quartier. Okay. Tous nos lieux d'accueil rayonnent en micro-quartier. Donc on est obligé de tenir compte du quartier. On ne peut pas faire la même chose quand on est Porte de Bagnolet ou quand je suis à Chantenay-Bellevue à Nantes. C'est pas les mêmes contextes, c'est pas les mêmes gens, c'est pas les mêmes assos qui sont à côté, c'est pas les mêmes rues, les écoles fonctionnent pas pareil. Donc on est obligé de recréer toujours un peu d'adaptation par quartier. On se réadapte en fait. En fait, Montmartre, quelque part, ça t'a permis de devenir, ou tu l'étais peut-être déjà avant, je sais pas, un vrai couteau suisse. Avec toutes les compétences qui ont dû être nécessaires. C'est sûr que quand on a finalement peu de moyens et qu'on doit à peu près tout faire en se débrouillant, on apprend. Donc c'est pas... moi, je faisais les feuilles de paye, je n'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai une maman qui m'avait un peu formée, très sympa, bénévole, mais bon... c'était ça où il fallait prendre un cabinet comptable, on démarrait, on ne pouvait pas. Ouais. Donc on se débrouille, quoi. Donc effectivement, on peut apprendre à tout faire en fait, mais aussi passer le balai. J'ai animé des ateliers, j'ai passé mon BAFA. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est aussi ça qui fait que je comprends bien les gens qui y travaillent. Si j'étais pas passée par toutes ces étapes, je suis pas persuadée que je serais capable de comprendre certaines problématiques de terrain. Aujourd'hui, c'est aussi ce qui fait la force, c'est qu'on a une équipe qui est beaucoup passée sur le terrain. On a plutôt privilégié ça. Parce que on pourrait faire des recrutements comme ça. C'est connecté à la réalité. Ouais, on est quand même connecté. Et puis, l'équipe, peut-être un peu plus direction, tête de réseau, la plupart sont passés par des antennes. On fait directeur d'antenne. L'antenne de Montmartre ? De Montmartre. Donc, c'est beaucoup de gens qui bougent en interne et qui font que les compétences sont fortes parce qu'il y a la connaissance du projet, vraiment. Et tu t'attendais, en fait, en lançant... ou même au fur et à mesure que les années passaient, que ça devienne une telle association ? Ah non, moi je me m'attendais à rien du tout. J'ai fait tout
pas à pas, en avançant, sans poser trop de questions. On regarde pas le sommet de la montagne. Non, au début, je m'étais dit, ok, on va ouvrir une deuxième, une troisième, et puis on verra bien. Et puis en fait, on est embarqué dans l'histoire, quoi. Puis quelque part, pourquoi ne pas continuer, puisque ça répondait à un besoin. J'avais pas de raison de m'arrêter, en fait. Donc, mais je l'ai pas fait dans cet objectif. Enfin, on m'aurait dit ça il y a 20 ans, peut-être je l'aurais pas fait. Je me serais dit, mais jamais, c'est impossible de faire un... Qu'est-ce qu'on me raconte? Non, j'y vais pas. Ouais. Si c'est ça, j'y vais pas. Je me serais peut-être dit ça, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et on est embarqué. Il y a un projet qui se monte, puis un deuxième, puis un troisième, puis ça avance, quoi. Et puis après, on se dit, bah oui, on va passer une échelle. Puis à un moment, on crée une équipe avec une DRH. Et puis après, on recrute un DAF. Et puis après, quoi. Et puis ça grandit, et puis on réfléchit, puis on refait des plans stratégiques à 3 ans. Et puis on voit, quoi. Mais c'est plutôt ça. Aujourd'hui, c'est encore un peu artisanal. Mais c'est pas plus mal, quelque part. Oui, que ça reste... c'est ça permet aussi que ça reste connecté, comme tu disais, au terrain. Je trouve ça pas mal de rester connecté aux réalités, de se dire qu'on a la souplesse de pouvoir bouger des lignes quand on veut. On a la maîtrise de notre projet, en fait. Oui, parce que du coup, vous dépendez de personne. On n'est pas tenu par des financeurs ou des investisseurs ou je ne sais quoi. On est dans une grande liberté de décision et d'action. Et les décisions, du coup, c'est tous ensemble que vous les prenez ou c'est vraiment toi la tête On a quand même un conseil d'administration, on a une gouvernance classique d'association, mais quand même, on est beaucoup avec les salariés à essayer de réfléchir. On a beaucoup de réunions d'échanges, de réflexion, de projection. Donc ça va assez naturellement. Hein. Ok. On sait aussi ce qu'on veut pas être assez facilement. Il y a des trucs qu'on fera jamais. C'est quoi pour toi les plus grandes qualités, enfin, en tout cas les qualités majeures qui sont requises pour pouvoir être porteur de projet? Moi, je crois qu'il faut y croire. Hein. Faut avoir la foi, quoi. Si on ressent rien et qu'on n'y croit pas, c'est pas la peine. Hein. Faut pas y aller parce que là, c'est le moteur. Hein. Faut être supra-motivé, quoi. C'est sûr. Il faut être sur-motivé, en fait. Ça suffit pas motivé, c'est sur-motivé. Sinon, ça va pas suffire. Il faut pas écouter les gens qui... Ah oui, alors là, tout le monde m'a dit mais vous n'y arriverez jamais, oh là là, il va falloir 3 ans. Je n'ai eu que ça au début, hein. On m'a toujours regardé en me disant non, ça va pas être possible, c'est compliqué. Bah oui, c'est compliqué, je vous l'accorde, c'est compliqué ce qu'on veut faire. Mais est-ce que c'est parce que c'est compliqué que ça doit pas se faire? C'est un peu la question. Après, c'est compliqué, mais tout le monde disait ça répond vraiment à un besoin. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de servir les gens. C'était pas la petite frustration ou la peur de la personne qui me recevait et qui, elle, aurait bien voulu peut-être monter le projet, mais n'en était peut-être pas moteur ou avait pas le moteur pour ça, j'en sais rien. Ou parfois... quand j'allais voir la mairie du 18e, ils me disaient commencez d'abord par faire un petit atelier, puis vous verrez dans 1 an avec beaucoup de prudence. Mais moi, il me faisait pas rêver, quoi. Je me dis, mais c'est pas ça le rêve de Montmartre. Nous, on veut qu'il y ait des enfants tous les soirs, que ça soit plein craqué, qu'on soit ouvert tout le temps. On veut que les parents soient associés, on veut qu'il y ait des artistes. Je fais pas un petit atelier par-ci par-là, quoi. C'est un vrai projet, c'est pas... Et du coup, faut les convaincre. Donc moi, je leur disais, j'entends ce que vous me dites, mais j'en ai fait qu'à ma tête, clairement. Clairement. Faut être un porteur de projet engagé, quoi. Engagé, c'est vraiment, on a mis le pied en avant, on est obligé de mettre le 2e, le 3e, enfin, on s'engage, quoi. C'est pas rien ce mot, on est dans l'engagement quand on est dans des projets comme les nôtres. On peut pas être un porteur de projet qui essaie de gagner sur tous les trucs. On sait qu'on va de toute façon... devoir faire des concessions. Devoir faire... oui, et puis le projet, il va forcément prendre une autre forme que ce qu'on voulait. Il va falloir être souple, en fait. Hein, c'est de la souplesse aussi. Donc peut-être ça, dans les qualités, ouais, souple, déterminé, engagé, et puis surmotivé, quoi. Ça, c'est vraiment le mot-clé, surmotivé. Il faut pas... Est-ce que surmotivé, j'allais dire il faut pas hésiter, mais je sais pas si c'est correct pour toi. Oui, en tout cas, quand on y croit et que c'est une bonne idée, il n'y a pas de raison de s'affaiblir là-dessus, quoi. On doit aller... C'est de l'assertivité, peut-être. Être dans l'assertivité, l'affirmation du projet. Je crois que c'est plutôt ça. Et pas avoir peur d'aller rencontrer des gens, faut y aller, quoi. Et c'est compliqué, hein. Les gens vous reçoivent pas comme ça, il faut des fois y aller à 4 fois avant qu'on vous ouvre une porte, donc... Mais c'est comme ça que ça marche, il faut faire son réseau, il faut y aller, quoi.
Personne vous attend, hein, vous n'êtes jamais attendu. Il n'y a personne qui attend Montmartre, nulle part. C'est nous qui sommes proactifs, quoi. Ouais, c'est ça, proactif. C'est le mot que je cherchais, là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui, je pense, qui osent pas se lancer parce qu'ils ont peut-être, d'une part, peur du risque, après lequel, je sais pas précisément, je pense que ça dépend des gens, et aussi peut-être qui attendent d'être attendus. Je sais pas si tu ressens un peu ce genre de... En fait... Non, moi, je sais pas si c'est ça, mais je pense que le risque, c'est tout le temps. Il y aura, même quand le projet marche, on est encore en risque. On est toujours en risque quand on entreprend. Donc, il faut savoir vivre avec, quoi. Si on ne sait pas vivre avec le risque et qu'on a peur, parce que souvent la peur est associée, hein. La peur, c'est un vrai sujet. C'est des gens, quand on a un profil avec un besoin de sécurité, c'est compliqué d'entreprendre. Ça, c'est sûr. Si on cherche la sécurisation et la sécurité, on lance pas un projet Montmartre, ça c'est sûr que faut savoir vivre avec ses peurs, quoi, et ses risques, et puis peut-être avoir un peu de capacité à embarquer, quoi. À convaincre, et comme tu disais. Voilà. Et je pense que si on est convaincu, on est convaincant. Voilà. Et donc ça se transmet, en fait. Ça se transmet. Cette énergie. Oui. D'accord, ok. Est-ce que tu aurais des références que tu aimerais bien partager avec les auditeurs ? Des références par rapport à... Ça peut être des livres, des films, voilà, des choses qui, toi, ont pu t'aider dans ce chemin que tu as eu ou en lien avec Montmartre. Alors, indépendamment peut-être des livres et des films, parce que j'en ai vu beaucoup, lu beaucoup, j'ai plus envie de citer un projet qui m'a vraiment inspirée, avec qui on continue à bosser, vraiment j'y crois. C'est le projet de la Source qui a été monté par un peintre qui s'appelle Gérard Garros et qui est plutôt en milieu rural et qui part vraiment du principe que les enfants ont tous le même potentiel au départ et que clairement le potentiel a besoin d'être alimenté et que les inégalités se créent quand on ne croit pas qu'on peut sauver un enfant, en fait. Tout enfant peut être sauvé de tout, en fait. Eux, ils s'occupent des enfants de la protection de l'enfance qui sont placés par les juges aux affaires familiales. Donc c'est très complexe, hein. C'est des gamins qui sont presque condamnés, entre guillemets, par la société à ramer toute leur vie. Or, par l'art, ils arrivent à prouver que non, en fait, qu'on peut les sortir très très rapidement de schémas de déterminisme. Donc c'est peut-être plus sur le travail qu'on devrait tous faire sur le déterminisme, en fait, de croire qu'il n'y aura pas de fatalité. On peut bouger les choses, on peut faire bouger des lignes. On ne va pas forcément changer tout le monde, mais on peut changer une personne, on peut changer un enfant, on peut aider un enfant. Et ça suffit. C'est ça, déjà tu l'as pas vu mal. À Montmartre, des gens que Montmartre a permis de... Ah bah oui, nous on voit ça tous les jours, des gamins qui s'épanouissent et qui trouvent leur place, et c'est super. Et c'est bien ce qui fait qu'on est encore là. Sinon, on aurait probablement baissé les bras. Donc vraiment ça, peut-être tous ces écrits sur les déterminismes, la lutte contre... on le retrouve dans la lutte contre la pauvreté, 6 générations avant d'en sortir, c'est tous ces trucs-là. Là, je pense qu'il y a matière à les creuser un peu, quoi. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu aimerais ajouter avant qu'on arrive sur la question signature ? Non, j'ai pas... Enfin, on pourrait parler longtemps, mais non, je vais pas ajouter grand-chose. Je trouve ça chouette qu'il y ait un podcast qui puisse en inspirer d'autres. Voilà, ça, c'est toujours des initiatives. Ça, c'est une façon d'entreprendre. Est-ce que tu aurais des liens vers lesquels tu voudrais rediriger les personnes qui aimeraient en savoir plus, que ce soit sur Montmartre ou sur toi, et sur une femme qui se retrouve seule et qui entreprend, qui a le courage de faire ça ? On a eu pas mal d'articles, donc en allant sur notre site www.montmartre.net, c'est sûr que là, il y a des tas d'articles sur nous qui parlent de mon parcours, on retrouve ça un peu partout. Mais j'aurais plus envie de dire aller cliquer sur la vidéo institutionnelle parce que c'est là où on comprend bien ce qu'on fait, où on voit tout le projet Montmartre en images et c'est puissant en fait.
Parce qu'on on voit les visages des enfants, on voit les sourires, on voit les animateurs, on comprend en fait ce que j'essaie de raconter là. On voit l'énergie et la vie qu'il y a derrière. Petits mots. Ouais. Oui, le plus important c'est de venir voir ou d'essayer de se visualiser ce qui s'y passe. Et on peut venir voir des ateliers? Oui, bien sûr, tous nos lieux d'accueil sont ouverts au public. Bien sûr. Okay. On prévient un peu avant parce qu'il ne faut pas juste déranger trop les enfants parce que ça peut les perturber, mais normalement c'est ouvert. Enfin, on est des lieux d'accueil, c'est un lieu d'accueil, Montmartre. Lieu d'accueil, fort bien. Donc là, on arrive à la question signature du podcast, qui est en quelques mots, en un mot ou une idée, parce que du coup, on t'offre les mots de la fin. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes, soit à toi, quand tu as eu cette idée et que tu t'es retrouvée, comme tu l'as dit, face à... Ça fout la frousse de se retrouver face à quelque chose de si grand, ou voilà, soit toi il y a 20 ans, soit quelqu'un qui se retrouve dans une situation plus ou moins similaire et qui ose pas se lancer, qui a cette peur. Et qu'est-ce que tu pourrais lui dire justement pour l'engager, comme c'est lui donner ce déclic pour le premier pas? Moi, je pense que c'est le sens de la vie d'entreprendre, parce que sinon, on peut que s'appauvrir, au sens où on se régénère pas vraiment et on n'est jamais en lien. Enfin, si on a envie d'entreprendre, faut aller creuser, parce que ça veut dire que sinon, on va passer à côté de sa vie. J'ai trop vu de gens qui ont passé leur temps ils ont passé leur temps à la perdre, en fait. C'est-à-dire que ils pensent être à leur place et ils font des carrières pas possibles, mais en fait, le constat, au bout de quelques années, c'est que je suis passée à côté de qui j'étais, de ce que je voulais, de mon rêve. Raccrochez-vous à vos rêves, en fait. Juste ça. Si ça correspond à un rêve, faut y aller, quoi. Parce que c'est trop tard après qu'on regrette. Enfin, les regrets, ça c'est pas bien. C'est de l'alignement. Faut être aligné entre ce qu'on est capable de faire, mais au sens envie. Les compétences, on sait toujours les trouver. On peut les acquérir, on peut s'entourer. Donc ça, c'est pas un problème de compétences. C'est un problème d'alignement entre ce qu'on ressent, ses envies, son rêve et un minimum de compétences, bien sûr, mais c'est pas ça qui va faire la différence. C'est vraiment de s'interroger sur est-ce que c'est vraiment mon rêve, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça. Si la réponse n'est pas évidente, peut-être qu'il faut pas y aller, ou peut-être que c'est pas le bon moment. Il y a aussi des moments dans la vie où c'est pas le bon moment. Donc voilà, s'interroger là-dessus et penser que d'autres l'ont fait avant et que c'est tellement enrichissant que c'est dommage de s'en faire l'économie. Il faut y aller, quoi. Il n'y a jamais mort d'homme. Dans le pire des cas, on s'arrête. On peut toujours mettre sur stop. Tout dans la vie, on peut tout arrêter. On est libre, on reste des êtres libres. Eh bien, merci beaucoup pour cette conversation. C'était très intéressant. Rien que cette phrase-là, ça me donne plein de questions nouvelles que j'aimerais te poser sur tous ces thèmes-là. Et peut-être si on a l'occasion de rediscuter, avec grand plaisir. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Épisode qui, je l'espère, vous a permis de découvrir de nouvelles possibilités et pistes de réflexion. Je m'appelle Louane et aujourd'hui je me suis dit « et pourquoi pas ?» Et vous ?